Et plus précisément, on va répondre à la question comment on fait pour accueillir au mieux une personne autiste dans une entreprise. D'abord une question, est-ce que ici, à part Véronique, ils sont allés voir la conf de Véronique ce midi? Levez la main. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, il y a quelques... Tout va bien. Il y a quelques informations un petit peu qui seront redondantes, mais pas beaucoup. Pour le reste, c'est une conf qui se complète très bien avec celle de Véronique. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Dans cette conf, je vais d'abord vous donner une explication de ce que c'est l'autisme. Donc, je vais vous donner les caractéristiques majeures, quelques-unes des caractéristiques mineures. Ça ne sera pas une liste exhaustive. Et après, on va s'attaquer aux astuces qui, selon moi, vous permettront d'intégrer au mieux une personne autiste dans une entreprise. Pareil, c'est pas une liste exhaustive. Je pourrais faire une conf de 4 heures sur ce sujet-là, mais je n'ai qu'une heure devant moi. Donc c'est celle qui, pour moi, requiert le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Voilà, pour moi, c'est les plus importantes et qui vont être les plus simples pour vous à comprendre. Voilà. Et je vais essayer de vous mettre du point de vue de la personne autiste, donc pourquoi ces astuces fonctionnent et comment il perçoit le monde et les différentes interactions. C'est parce que pour moi, en passant par l'empathie, vous aurez peut-être plus de chances d'appliquer de vous-même certaines astuces que je ne vais pas forcément vous dire, mais que vous allez vous placer à sa place et du coup essayer de trouver vous-même les astuces en fonction des personnes que vous aurez autour de vous. D'abord, je me présente un petit peu. Il y a une annonce qui se cache dans cette slide. Donc je suis NJ, je suis développeuse full stack et je vais faire partie de l'association Compositech, qui est une association qui va militer pour les femmes et les personnes non binaires de la tech. Donc c'est un truc qui va faire plein de sujets et je suis impatiente de travailler avec eux. Et sinon, je vais bientôt entrer chez Shodo. Et ça va être chouette aussi. Et vous pouvez me retrouver sur ces réseaux, donc sur Blue Sky, et Twitter et Mastodon, c'est surtout des endroits où je râle beaucoup. Et sur LinkedIn, j'essaye quand même d'apporter des éclairages et un petit peu d'instruction sur des choses. Et voilà, j'essaye de participer à la veille de tout le monde. À première vue, dans tout ça, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'autisme. Et en même temps, si, parce que dans la tech, quand je suis rentrée dans le monde de la tech, j'ai eu l'impression de me retrouver avec énormément de personnes qui étaient sur le spectre, beaucoup plus que dans la norme, je veux dire. Et au moins qui touchaient un petit peu certaines des caractéristiques de l'autisme. Donc pour moi, faire ce talk, c'était intéressant parce que ça permet d'aider énormément de personnes si c'est possible. Et ce talk, je ne le fais pas en tant que personne autiste, parce que en fait, je ne suis pas encore diagnostiquée. Ce que je dis, c'est que j'ai des caractéristiques qui sont communes avec celles de l'autisme, mais je ne sais pas si c'est l'autisme, mon cas à moi. Donc j'ai construit ce talk avec une partie de mes expériences, mais surtout énormément de recherches que j'avais fait pour d'autres personnes, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont autistes. Et donc à partir d'expériences de personnes autistes que j'ai rencontrées, et j'ai fait relire ce talk par des personnes concernées, diagnostiquées officiellement, et par des psys. Voilà. Donc je ne suis pas une professionnelle du métier, mais ça a été un peu mon intérêt spécifique pendant un long moment. Voilà. Donc on passe à la suite. L'autisme d'abord, c'est quoi? On parle de neurodiversité. On va parler de spectre de l'autisme, de troubles du spectre autistique, le TSA. On peut dire aussi que c'est un sous-groupe des troubles neurodéveloppementaux. Ça s'articule autour de plusieurs caractéristiques majeures. Donc d'abord les troubles de la communication verbale et non verbale. En exemple verbal, on va avoir des difficultés à se placer dans la conversation. Savoir quand parler, de quoi parler, des difficultés avec les codes sociaux, le small talk. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu des problèmes à comprendre qu'il ne fallait pas répondre non à ça va. Est-ce qu'à main levée, on peut voir, est-ce que ça vous a posé un problème ou pas? Ah si, quand même. Et aussi avoir du mal à comprendre la signification des expressions imagées. Je ne sais pas si vous avez vu des cordes tomber quand il pleut, mais
Quand j'étais gamine, on me disait il pleut des cordes. Et ben non, il pleut de l'eau. Enfin, c'est voilà. Et en exemple non verbal, on va avoir trop ou pas assez de contact visuel. Dans les communications, on est beaucoup dans les contacts visuels. On va regarder dans les yeux. La personne va peut-être vous regarder dans les yeux, mais toujours faire en sorte que ce soit pas un moment où vous regardez vous dans les yeux. Donc il n'y a pas de contact visuel. Et donc, soit trop ou soit pas assez. Et il va y avoir aussi ne pas comprendre ou mal comprendre le langage corporel. Et donc mal les utiliser aussi. Et pareil avec les micro-expressions et se tromper en utilisant les différentes micro-expressions. Ça peut être par exemple un autiste qui va sourire quand il est triste et les gens ils vont pas comprendre, mais c'est un réflexe de protection. Ils n'ont pas compris comment montrer euh, leurs émotions et du coup ça va donner un mauvais message aux gens. Enfin, voilà. Ensuite, on va avoir des difficultés dans les interactions sociales. Par exemple, des difficultés à adopter son comportement en fonction du contexte. On ne se comporte pas de la même manière avec ses amis, que sa famille, qu'au travail. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inné d'apprendre ça. Avoir du mal à entretenir des relations. Comment on fait pour rester ami avec quelqu'un alors que ça fait des mois qu'on ne lui a pas parlé, par exemple. Des difficultés à s'intéresser à la vie de quelqu'un si elle ne contient pas des éléments de ses intérêts spécifiques aussi. Des difficultés à comprendre les codes sociaux en place dans un groupe. Parce qu'on n'a pas, pareil, il n'y a pas les mêmes codes sociaux selon une équipe de travail et une autre. Et on peut se dire bonjour en se serrant la main, ou il y a d'autres endroits où c'est plutôt la bise, et c'est un code social qui est qui n'est pas dit explicitement en général dans les entreprises. On va avoir aussi des difficultés à comprendre les messages implicites et ne pas les utiliser, ou peu pareil, et souvent mal. Il va y avoir aussi des stéréotypies prononcées et répétitives. Là, les stéréotypies, c'est ce qui peut être le flappement, les balancements d'avant en arrière, se gratter, se toucher les cheveux, aligner des crayons, des choses comme ça. C'est des choses qui sont nécessaires au fonctionnement de la personne autiste. Et on va avoir enfin des intérêts restreints ou spécifiques. Les intérêts restreints, c'est une activité qui passionne tellement la personne qu'elle va passer des heures et des heures sur cette activité, au point parfois d'oublier les éléments vitaux comme manger, dormir, boire du café, et aussi d'avoir un savoir quasiment encyclopédique sur ces sujets. On se trompe souvent en disant que les personnes autistes peuvent être des singes savants, qui sont super intelligentes, etc. Mais en fait, elles ont passé vachement plus de temps que vous sur un sujet particulier, et elles ont forcément des connaissances qui sont bien plus importantes que ce que vous pouvez avoir par rapport au temps passé comme ça. Il va y avoir aussi un penchant pour la collectionnite dans les intérêts restreints. Donc, collectionnite, c'est collecter les trains, les voitures, les chevaux, les livres, les success-teams, voilà. Et on a un certain nombre de caractéristiques annexes par lesquelles on peut retrouver le plus des particularités sensorielles, donc des hypos ou des hypersensibilités à la lumière, aux odeurs, au toucher, au goût. Il va y avoir la prosopagnosie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. La prosopagnosie, c'est quand on ne peut pas reconnaître une personne à son visage. On va la reconnaître en fonction de ses cheveux, de ses lunettes. Alors les cheveux, c'est très con parce que les gens vont chez le coiffeur. Ou la barbe aussi, c'est très con parce qu'il y a des jours ah tiens, si je me la rasais, et puis tu ne reconnais plus la personne. Il peut y avoir aussi une prosodie monotone ou mal maîtrisée. Donc la prosodie, c'est les inflexions de la voix. Donc on va mettre des tonalités plus ou moins basses dans notre discours pour donner du dynamisme. Et il peut y avoir soit des fluctuations énormes, soit quelque chose de très monotone, très endormissant. On peut aussi voir des difficultés motrices, des proprioceptions déficientes, des coordinations aléatoires, de la raideur. Vous pourrez peut-être observer une posture de tortue, c'est le dos recourbé, la tête en avant.
et aussi besoin d'une certaine routine pour cadrer ses journées ou ses semaines, et beaucoup de mal à gérer son temps. Par exemple, des routines matinales qui sont rythmées par plusieurs réveils pour se rendre compte du temps qui passe pendant la routine avant d'aller au travail. Un petit mot sur Asperger, comme vous disiez, c'est pas un singe savant. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent l'image? Non? Oui. Ça vient du film Rain Man. Mais justement, Asperger, c'est pas forcément Rain Man. L'autisme, on est sur un spectre. C'est un mot très important, c'est un spectre. Et Asperger, c'est pas une seule forme de l'autisme, c'est pas seulement une personne qui va être très renfermée, très singe savant, etc. On parle d'Asperger, on parle d'une partie du spectre. C'est des personnes qui sont sans déficience intellectuelle et sans retard de langage, qui peuvent parfois être au potentiel intellectuel, ou en tout cas avoir une intelligence un petit peu supérieure à la norme, qui leur permet de compenser les difficultés qui sont dues à l'autisme. C'est important de savoir que Asperger, le mot Asperger a été retiré du DSM-5. Le DSM-5, c'est l'espèce de guide qui est des États-Unis, je crois, qui rassemble tous les différents troubles psychologiques, etc. Et donc ils ont retiré le mot Asperger parce que, en fait, comme c'est un spectre, l'autisme, c'est difficile de poser la limite entre les autistes qui ne sont pas Asperger et ceux qui le sont. Et parce que, en fonction des différentes caractéristiques du placement, c'est très arbitraire. Et du coup, c'était un peu injuste pour certains qui étaient catégorisés Asperger et d'autres non, alors qu'il y avait une intelligence derrière et un haut niveau de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler d'autisme à haut niveau de fonctionnement, et encore, ça fait débat. Parce que, comme disait Véronique, il y a plusieurs types d'autisme, et il faut s'en rendre compte. Il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas d'autisme qui est meilleur que l'autre. Donc, comme je dis, l'autisme, c'est un spectre. Chaque personne autiste est différente. Il va y avoir des caractéristiques qui sont présentes à différents niveaux. Il y a des caractéristiques qui vont être invisibles pour certaines personnes, parce que la personne compense énormément pour pouvoir vivre avec vous. Pour que vous puissiez supporter sa différence, elle va compenser énormément et utiliser énormément d'énergie pour que vous ne voyiez pas ses problèmes. Ces problèmes, ces troubles. Ça donne un effort c'est un effort de compensation qui peut au final, si on fait ça trop souvent, faire partir la personne en burn-out autistique, avoir un effondrement, elle peut plus fonctionner avec vous du tout, et il y a un gap entre la vraie personne et puis ce qu'elle vous montre. Il est important de savoir que l'autisme, c'est pas une maladie. On est avec et on n'en guérit pas. On parle d'une neurodiversité, c'est une manière différente de fonctionner. Pour l'instant, les études tendent à dire que c'est des causes qui sont toujours génétiques, et donc ça va être des mutations qui peuvent s'effectuer dans le fœtus, pendant la gestation, ou quelque chose qui est hérité d'un des parents ou des deux parents. Et à très, très faible taux, on peut avoir des personnes qui peuvent après la naissance développer des troubles autistiques, mais c'est sur le très très jeune âge, donc parce que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc important, on est autiste, on ne devient pas et on n'en guérit pas. L'autisme en lui-même, c'est pas un handicap non plus. Véronique le disait dans sa conf, c'est pas l'autisme qui est un handicap, c'est les caractéristiques de la personne autiste qui peuvent la mettre en situation de handicap si son environnement n'est pas adapté. Et le souci, ce qu'on peut dire que le souci avec l'autisme et la gestion des personnes autistes dans les entreprises, c'est une méconnaissance totale du sujet. On va forcément avoir des clichés. Je ne sais pas qui n'a pas eu le cliché en tête de la personne autiste qui se cogne la tête contre le mur parce qu'elle n'a pas supporté certains stimuli. C'est pas que ça, c'est pas forcément ça. Et toutes les personnes autistes n'ont pas forcément fait de shutdown. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de malentendus qui sont générés parce que il y a différentes façons de communiquer et c'est un petit peu compliqué. C'est un peu comme si ils avaient une langue maternelle différente
et qu'ils étaient propulsés dans votre monde et qu'il fallait comprendre les codes sociaux et la langue avec une autre langue maternelle. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Un petit aparté sémantique, il y a plusieurs manières de parler des personnes autistes. Donc personnes autistes, personnes avec autisme, personnes porteuses d'autisme ou atteintes d'autisme. Il y a aussi le TSA pour le trouble du spectre autistique, le syndrome Asperger quand Asperger existait encore. On parle aussi un peu affectueusement en disant ASPI. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Moi j'ai ma préférence, je préfère dire personne autiste, parce que tu nais avec, c'est quelque chose qui est dans ta construction. Tu ne le portes pas à côté, c'est pas un boulet que tu traînes, c'est ta personnalité, c'est ta personne, c'est ton être entier, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas trop pour les trucs qui en parlent. Atteinte d'autisme, c'est un peu comme une maladie, ou porteuse d'autisme, enfin c'est... Voilà, c'est les préférences de chacun. Mais tous les autistes ne sont pas d'accord avec ça. Donc, le plus simple, en fait, souvent, c'est de demander sur ces sujets-là. De demander à la personne comment elle souhaite être appelée ou comment elle souhaite qu'on parle avec elle de l'autisme. Des termes que... Alors, vous n'allez pas forcément m'entendre dire le mot aliste, mais aliste, c'est les personnes qui ne sont pas autistes. Donc, et on va parler souvent de neurotypiques et de neuroatypiques. Donc neurotypiques, les personnes qui sont considérées dans la norme globale qui n'ont pas de troubles du spectre autistique, ou pas de TDA, ou pas de haut potentiel, ou pas de troubles 10, etc. Et les neuroatypiques, ça regroupe tout un ensemble de personnes avec des troubles, donc les personnes autistes, comme je disais, les personnes haut potentiel, certains les mettent dedans, les personnes TDA, les personnes 10 et d'autres troubles neurodéveloppementaux. En sachant qu'il y a un chiffre qui est tombé, je ne sais plus quand, j'ai pas la source sous le nez, mais aujourd'hui on estime qu'il y aurait 20% des gens qui seraient neuroatypiques. Donc c'est quand même énorme. Les caractéristiques que je vais évoquer, c'est des caractéristiques qu'on peut trouver chez les autistes, mais tous les autistes sont différents et chacune de ces caractéristiques peuvent être présentes à plus ou moins haut niveau. Donc je répète, l'autisme c'est un spectre et toutes les personnes autistes sont différentes. Certaines peuvent être présentes à l'extrême quand d'autres ne peuvent pas être présentes. Et avec les connaissances que vous aurez, il ne faudra pas juger une personne qui vous dit qu'elle est autiste alors que vous avez l'impression qu'elle ne l'est pas. Et ce qui est vrai pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Donc ce que je vais vous dire, c'est des faisceaux d'indices, mais ça ne sera pas forcément vrai pour toutes les personnes autistes. Et peut-être que vous êtes reconnu dans ma description de ce que c'était l'autisme sur certaines parties. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes autiste. On fait un diagnostic de l'autisme par rapport à l'intensité des caractéristiques et le nombre de ces caractéristiques, de ces sous-catégories dans ces deux caractéristiques. Le fait de ne pas les voir, je répète, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et que les personnes peuvent avoir un camouflage qui fait que vous ne voyez pas que la personne est autiste. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ne vont pas oser le dire parce que ils ont trop peur des conséquences qu'elles peuvent avoir, et dans certains lieux, c'est à raison. Mais la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous vous retrouvez dans certaines de ces caractéristiques, ça veut dire que ce dont je vais vous parler, ça peut vous servir. C'est des astuces qui peuvent rendre le monde moins agressif pour tout le monde. Parce que une personne qui a relu le talk quand je l'ai fait m'a parlé des canaris des mines. Est-ce que ça vous parle, les canaris des mines? Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, le canari des mines, c'était un canari qu'ils emmenaient dans les mines avec eux et qui chantait. Et quand il y avait une poche de gaz qui pouvait être percée et donc qui se diffusait, le canari, plus sensible, plus petit, mourait très vite et donc arrêtait de chanter. Et c'était l'alerte pour les mineurs qu'il fallait se casser avant de s'endormir avec le canari.
Et c'est un petit peu pareil avec l'autisme, le fait de ressentir les agressions du monde, ils ressentent plus fortement les agressions du monde, mais tout le monde tout le monde ressent ces agressions, c'est juste qu'il y en a qui font avec, parce qu'elles y arrivent. Et quelque part, si on rend le monde moins agressif pour les personnes autistes, ça sera moins agressif pour tout le monde. Et donc on commence enfin avec les quelques astuces. Et on va commencer par bonjour, ou comment on met en place les codes sociaux de salutation. Chaque fois qu'on va avoir un nouvel environnement, il y a des nouveaux collègues, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des codes sociaux différents, avec une manière de saluer différemment. Est-ce qu'on fait la bise? Est-ce qu'on fait un check? Est-ce qu'on va serrer la main? Est-ce qu'on fait une grande tape sur l'épaule? Une des choses qu'il faut savoir pour les personnes autistes, c'est que, une des caractéristiques communes à l'autisme, c'est que la proximité physique, les contacts physiques sont inconfortables. Pour beaucoup. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est pas une généralité, mais c'est une difficulté qui existe à différents niveaux chez les personnes autistes. Donc en fait, le plus simple, je vais le répéter plusieurs fois, mais il suffit de demander. Par exemple, vous pouvez, à son arrivée, au moment où vous présentez la personne, salut, ici, on se dit bonjour en se serrant la main, mais est-ce que ça te convient ou est-ce que tu veux un autre procédé de salutation? Est-ce que parce que moi, par exemple, je préfère dire bonjour en secouant la main. Il y a quelques personnes à qui je pourrais faire la bise, mais c'est parce que je les apprécie ou parce qu'il y a une certaine relation, des choses comme ça. Et il y a des personnes autistes où ça va être différent aussi selon les personnes avec qui elles sont. C'est un bon début de commencer comme ça, en montrant le cadre. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Mais on est à l'écoute de tes besoins. Si jamais tu ne peux pas supporter ça, on peut s'adapter à toi. Et c'est une bonne manière de lui montrer qu'elle peut s'exprimer si elle a des besoins. Parce que la meilleure manière d'intégrer une personne autiste, c'est aussi qu'il faut qu'elle puisse se sentir suffisamment en confiance pour dire quand elle n'est pas... quand il y a quelque chose qui la met mal à l'aise ou quelque chose dont elle a besoin. C'est parce que c'est comme ça que vous pourrez évoluer avec elle. Le consentement tactile, c'est un petit peu le pendant de la salutation. Le contact physique qui n'est pas prévu, ça peut être ressenti vraiment comme quelque chose d'agressif, de douloureux. Il y a certaines personnes autistes qui peuvent avoir un ressenti de lame de rasoir si on ne les a pas prévenus ou si parfois juste ils n'aiment pas qu'on les touche, quoi. Mais encore une fois, on est sur un spectre. Donc c'est pas le cas pour tous les autistes. Et le plus simple encore, c'est de lui demander. Il faut demander à la personne si elle est à l'aise pour que vous exprimiez votre côté tactile. Et il faut bien évidemment respecter sa réponse. C'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose aussi qui peut être retiré. Elle vous dit aujourd'hui c'est ok, et si le lendemain c'est pas ok, parce que ça dépend de sa gestion des stimuli, ça dépend de comment elle ressent les choses. Il ne faudra pas vous vexer si vous ne pouvez plus la toucher physiquement. On va passer aux stéréotypies. Donc, les stéréotypies, c'est quelque chose que vous connaissez un peu tous, mais vous vous en rendez pas forcément compte. C'est le fait de ronger ses ongles, c'est le fait de mâchouiller son crayon, d'abuser du clic du crayon, de toucher ses cheveux, de plein de choses. Quand vous le faites, vous évacuez quelque chose. La différence avec une personne autiste, c'est que pour une personne autiste, c'est un besoin. Quand elle fait ça, elle évacue tous les stimuli qu'elle reçoit, elle peut bouillonner des stimuli qu'elle reçoit, elle a besoin d'évacuer. Et ça va être plus visible pour une personne autiste que pour une personne neurotypique, plus visible et plus fréquent. Il peut y avoir du balancement d'avant en arrière, il peut y avoir le fait d'avoir besoin d'aligner des objets, de tripoter des objets, de flipper, etc. Alors ça j'ai déjà dit, comme c'est nécessaire pour la personne, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas lui interdire de le faire. Ça peut être inconfortable pour vous, mais c'est vital pour elle, pour fonctionner, pour pouvoir se libérer. Et
éventuellement, si vraiment c'est un besoin, si par exemple vous voulez mettre devant un client qui, provisoirement, qui peut être gêné par ça, soit vous l'expliquez au client, soit vous pouvez voir avec la personne si vous pouviez dévier ces stéréotypies avec un outil, par exemple un fidget cube, ou je ne sais pas si vous connaissez le site Optoy, c'est plein de fidgets différents qui permettent de stimer en fonction de ses besoins. Il y a un autre type de stéréotypie, c'est l'écolalie. Est-ce que ça vous parle de l'écolalie? Il y en a qui connaissent le mot, mais pas tous. On a un langage différent en fonction des contextes, on a des codes qui peuvent être difficiles à comprendre, une logique qui peut être difficile à cerner quand on est dans une communication. Donc, dans certains contextes, là, ça peut être plus difficile, il faut plus de temps pour comprendre les phrases qu'on peut nous dire. Et la personne autiste peut utiliser l'écolalie. L'écolalie, c'est le fait de répéter une phrase ou des sons ou des trucs comme ça. Et là, dans ce cas précis, ça va être des phrases. C'est pour donner une impression que son discours est fluide par rapport au vôtre. Par exemple, si elle répète votre question, si vous posez une question et qu'elle répète votre question, ça peut être qu'elle est en train de réfléchir en même temps que de répéter la question à qu'est-ce que la question veut dire, la traduire de manière interne, formuler une réponse et la traduire dans un langage que la personne en face va comprendre. Et donc ça prend du temps, ça, dans les réflexions. Et donc ça permet de gagner du temps pour réfléchir et pour vous donner l'impression qu'on est en train d'avoir un discours fluide. C'est quelque chose qui peut aussi fonctionner en mode économie d'énergie. Par exemple, quand on est au téléphone, on va utiliser les mêmes formules de bonjour et les mêmes formules de au revoir. Ça permet de rester sur le même champ lexical et c'est un excellent outil de camouflage. Ça, c'était un petit secret. La gestion de l'implicite. L'une des caractéristiques les plus communes de l'autisme, c'est avoir des difficultés avec l'implicite. Par exemple, imaginez une chambre pas très bien rangée, vous êtes dans votre chambre et vous avez votre mère qui ouvre et qui dit ah, c'est pas très bien rangé ici, hein. Et puis elle repart. Est-ce que vous avez tous compris ce qu'elle veut la maman? Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas compris pourquoi elles ont été punies après. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, il faut ranger la chambre. Autre exemple, avant que le gamin joue toute la journée dehors, il a plu, il y a de la boue partout, et avant de rentrer, la maman dit essuie tes pieds avec la serpillière avant d'entrer. Là, le gamin s'arrête devant la porte, il attrape la serpillière, il s'essuie le dessus des pieds, repose la serpillière et rentre, en foutant de la boue partout dans la maison. Là, on a une information qui n'a pas été donnée de manière très claire. Il y avait de l'implicite dans cette information. Et pour moi, ça implique quelque chose d'important. C'est le droit à l'erreur. C'est un petit peu comme est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux me passer le sel? Oui, je peux te passer le sel. Donc il faut demander, donne-moi le sel s'il te plaît, pour que pour comprendre que on cherche à avoir le sel. La précision de la question peut être importante pour la compréhension avec la personne. Donc pour une communication saine, pour moi, il faut qu'il y ait qu'elle soit le plus explicite possible et qu'on s'assure de la compréhension de la personne. Donc lui demander de répéter, par exemple, ce que vous avez pu dire. Pas de répéter ce que vous avez dit, mais de vérifier sa compréhension de la tâche que vous avez pu lui demander. Dans ce qui peut être explicite, il faut expliciter aussi son rôle au sein de votre équipe, lui expliquer son champ d'intervention, qu'est-ce qu'il a le droit de toucher, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de toucher, dans quel contexte, à qui il faut demander dans certains cas pour pouvoir toucher à certains trucs, qu'est-ce qui est attendu de sa part, et souvent donner aussi des instructions écrites. Et bien évidemment, dans le rôle, le champ d'intervention, etc.,
c'est des choses qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps en fonction de sa prise de responsabilité, et ben, il faut dire explicitement quand les attendus sont différents. Une petite note sur la gestion de l'implicite positif. Dans la communication par des langages non verbaux, on va avoir des micro-expressions. Il y a souvent aussi des intentions dans ce qu'on dit. On va avoir, par exemple, des invitations qui dégagent aussi de l'implicite. Par exemple, je t'invite à prendre une pause café. Il y a un implicite dedans qui est j'ai envie de passer un moment informel avec toi. Je t'invite à prendre une bière en dehors du travail, c'est je t'apprécie et je veux nourrir une relation hors travail avec toi. Ou je t'envoie un SMS pour savoir comment tu vas, je m'intéresse à toi et je veux maintenir notre relation. C'est des avances amicales qui peuvent ne pas être comprises par une personne autiste. Et ça ne va pas être entièrement de votre faute, mais vous avez peut-être laissé tomber des relations parce que vous avez mal compris son absence de réaction à vos invitations. L'autiste, il ne sait pas forcément faire d'avance amicale. Il peut en faire trop ou pas assez. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne s'intéresse pas à vous. Ça veut dire qu'il ne sait pas communiquer verbalement ou implicitement. Ou pas. Il peut aussi le communiquer trop. Et donc peut-être ça peut donner une impression qu'il est un petit peu collant. Mais c'est sa manière de fonctionner pour maintenir des relations. Il peut aussi ne pas comprendre que vous l'appréciez. Donc pour se sentir intégré, il faut l'intégrer. Il faut lui dire, il faut expliquer, il faut donner vos intentions, il faut verbaliser, il faut expliciter. Il faut dire je t'invite parce que, insérer la raison explicite, parce que je t'apprécie, parce que j'ai envie de te connaître, parce que je te considère comme un des choses comme ça, où je veux passer du temps avec toi. Il faut verbaliser aussi l'état des moments informels. Dire j'ai passé un bon moment. Parce que les personnes autistes il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps à se faire rejeter et vont présupposer aussi que les moments passés avec les personnes, ils se sont fait chier ou elles n'ont pas été appréciées ou des trucs comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à leur dire c'était cool, j'ai passé un bon moment, j'ai envie de recommencer. Autre item, la gestion de la précision et du cadre. Donnez-lui un plan, c'est un truc méga important. Une personne autiste peut avoir des étapes de préparation qui peuvent être un peu excessives. Par exemple, le chemin pour aller au travail. Il va prendre Google, il va regarder le chemin. Ensuite, il va prendre Google Street View, il va regarder le chemin. Il va noter sur un post-it les différents points de référence pour être sûr de ne pas se tromper. Il va prendre en photo le post-it parce qu'on ne sait jamais, on peut le perdre. Et il peut faire ça parfois avec un plan, avec un chemin A, un chemin B au cas où qu'il y ait une déviation, on ne sait pas, et un chemin C. Et c'est des choses qui lui permettent de contrôler son environnement, de s'assurer d'avoir le maximum d'informations possibles pour pouvoir fonctionner au moment où il va arriver à son travail. Donc c'est des besoins de data, des besoins de routine pour mieux appréhender les imprévus. Après, une fois qu'elle aura fait son chemin, elle le connaîtra par cœur et par contre, elle va peut-être oublier l'itinéraire B et C et le jour où il y a un imprévu, une déviation sur son plan A, c'est quelque chose qui peut lui ruiner sa journée. Ça peut casser sa routine. Et toute la journée, c'est quelque chose qui peut ressasser, le faire paniquer, lui bouffer son énergie. Donc c'est assez important de comprendre ça. Le moindre imprévu peut avoir un impact énorme sur la personne. Donc il faut essayer de donner le maximum de cadre possible et c'est compliqué, mais de prévoir l'imprévu, de donner des protocoles s'il se passe certaines choses. Voilà, donc il faut, pour limiter l'impact des imprévus, on peut donner un plan. On peut donner un livret d'accueil, par exemple. Ou dans le livret d'accueil, il y aurait des scénarios. Si tu as besoin d'un conseiller RH, tu vas voir telle personne. Si tu as besoin d'un truc sur du dev, sur tel sujet, c'est telle personne qui est ta référente ou ton référent. À qui s'adresser en fonction des différents sujets, la localisation de son bureau, la localisation des différents bâtiments, parfois une photo, ça peut être intéressant.
quel est le processus dans l'équipe, quel est les processus de travail, et bien sûr s'y tenir. Si jamais vous avez comme process de delivery en cours, revue, validation, test et poussé sur master, évitez de lui dire de pousser sur master sans avoir fait au moins 3 des étapes sans le prévenir. Ou alors dites-lui explicitement, on revient sur l'explicite, c'est ponctuel, on a besoin que ce soit comme ça là, mais on revient au process normal après. Et ainsi, il faut éviter aussi les instructions contradictoires, parce que c'est quelque chose qui peut le bloquer. Il va rester figé devant son truc et avoir du mal à sortir est-ce que je fais tel truc mais c'est contradictoire avec telle instruction qu'on m'a donnée avant. Il faut annuler les instructions même provisoirement quand il y a des choses qui s'entrechoquent. Après, avec le temps, quand la personne apprend le cadre de l'entreprise, elle va avoir une capacité à gérer parce que c'est des codes qu'elle a appris consciemment et elle pourra prendre plus de liberté, plus d'imprévus, etc. Mais il faut lui laisser le temps de le faire. Item suivant, la surstimulation. Le cerveau, c'est un outil génial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on a une salle qui a de l'écho. Vous avez un voisin peut-être qui bouge la jambe et qui fait du bruit. Vous avez quelqu'un qui tousse. Vous avez un petit bois, un petit son qui est là tout le temps. Mais votre cerveau, il filtre ces choses-là pour que vous vous concentriez sur ma voix, même si on a un petit peu de grésillement. Imaginez les choses un petit peu comme si votre cerveau c'était une boîte et qu'il y a un videur et il va prendre les différentes informations et les diriger vers les portes de plus ou moins haute importance pour que vous y prêtiez plus ou moins d'attention. Et faut se dire que pour une personne autiste, la boîte elle est plus petite, le videur il est bourré. Et donc le tri il est mal fait et la porte peut être aussi plus grande, il y a plus d'informations qui passent et on peut avoir trop de stimulation qui arrive et ça fatigue énormément la personne. Et au bout d'un moment, on peut avoir un problème de fin de filtre. Il va y avoir des informations parasites qui vont passer et parce que quand la personne est trop fatiguée, le videur il fonctionne plus très bien. Et ça peut se traduire par plein de choses. Il va y avoir des difficultés à comprendre une conversation dans du brouhaha. Donc ça peut être quelque chose de constant. Donc avoir du mal à parler dans un bar, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à la soirée d'hier, c'était compliqué. Des difficultés aussi à se concentrer sur une chose parce qu'il y a trop d'informations qui le parasitent. Et il peut y avoir aussi, quand il y a trop de stimuli, les sens peuvent être totalement parasités. Si trop de stimuli, une personne peut ne pas se rendre compte qu'elle s'est fait mal, par exemple, et qu'elle saigne. Donc on peut se blesser sans se rendre compte aussi. Après, le videur, même bourré, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc quand il n'y a plus d'énergie, il peut s'éteindre. La gestion de stimulation devient complètement aléatoire et sans aucune protection. Et c'est là qu'on va arriver à un stade qui va être tout devient agressif, voire douloureux. La personne va avoir du mal à supporter d'être interrompue, va avoir du mal à recevoir des infos contradictoires. Elle peut faire avoir du mal avec le fait que sa chaise soit bousculée, qu'une table, sa table soit bousculée ou vibre. Tout devient une irritation. Ça, c'est un truc qu'on appelle le shutdown. Shutdown qui va pouvoir se traduire par plusieurs choses. Il peut y avoir une crise de mutisme, la personne se ferme, ne parle plus parce qu'elle n'arrive plus à fonctionner. Ou il peut y avoir des réponses qui sont plus directes, un petit peu irritées, et elle va avoir du mal à faire preuve de tact. Il va y avoir une grosse irritabilité, il peut y avoir de la tétanie, de la paralysie, comme elle ne fonctionne plus, elle ne sait plus quoi faire, elle n'est plus capable de prendre des décisions. C'est une sorte de mise en veille sans défense. Et quand on arrive à ce moment-là,
c'est important de comprendre ces signes-là et de prendre la personne et de voir pour qu'elle ait du temps pour regagner en énergie, pour qu'elle puisse supporter le reste de la journée. Donc soit on laisse la personne faire ce dont elle a besoin pour se calmer, ça peut être s'isoler, ça peut être dormir, ça peut être faire quelque chose de son intérêt restreint, une activité régénératrice, ou pleurer, ou que sais-je. Il faut retirer les stimuli qu'il peut y avoir en trop. Si jamais il y a une personne qui est en train de gueuler à côté parce qu'il est en conversation dans une réunion en visio, et ben, c'est peut-être le moment de bouger cette personne vers un endroit pour qu'elle fasse moins de bruit à côté de la personne, pour qu'elle puisse avoir moins de stimuli, ou éteindre les lumières, ou casser ce néon qui fait bref, réduire momentanément les stimuli pour l'aider à se calmer, les lumières, les bruits, les présences indésirables, les choses imprévisibles. Et pour ce qui est de la pression, peut-être déléguer les tâches de la personne le temps qu'elle se calme. Et ça peut être aussi l'inviter à retourner chez elle pour y revenir le lendemain, parce qu'il y a besoin de se reposer. Si on ne fait pas attention à ça, on peut arriver à une autre étape. C'est le meltdown. Là où le shutdown, c'est une forme un petit peu d'implosion et d'effondrement, le meltdown, c'est totalement l'inverse. Ça va être une explosion, et la personne peut avoir une expression de colère sans filtre. Il peut y avoir de violents balancements d'avant en arrière, des jets d'objets, le besoin de faire mal à quelque chose, souvent elle-même. Et là, on est arrivé à un stade où, en fait, c'est trop tard. Vous pouvez rien faire, vous. Sauf si éventuellement il y a de l'automutilation, il faut quand même éviter qu'elle se fasse du mal. Mais il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la secouer. D'ailleurs, sur l'étape d'avant, il ne faut pas la secouer non plus et la toucher. Il faut lui laisser du temps. Donc, attendre soit qu'elle se calme. S'il y a des soucis, éventuellement, appeler les pompiers ou des personnes formées sur ces sujets-là. Et quand vous les appelez, il faut bien leur préciser les caractéristiques de la personne qui est autiste, parce que peut-être elles sont formées pour s'en occuper, et il faut quand même les informer. Et tant qu'elle ne sera pas calme, là, vous ne pourrez pas communiquer avec elle, donc vous ne pourrez pas lui demander ce dont elle a besoin. C'est quelque chose à savoir. Donc, en résumé, sur tout ce qu'il y a là-dessus, bannir l'implicite, expliciter, verbaliser, communiquer, faire régulièrement des feedbacks pour vérifier que tout va bien, accepter la personne, elle va pas pouvoir changer, c'est son être qui est comme ça, elle ne peut pas guérir, et surtout demander. Donc ça fait partie de la communication. Quelques petites sources sur ces sujets. Il y a Julie Dachès qui a fait plusieurs choses, donc un livre qui s'appelle La différence invisible, qui est un livre que je trouve vachement bien pour expliquer l'autisme de haut niveau aux personnes, et qui peut permettre à certaines de se reconnaître aussi dedans. Elle a fait aussi une super vidéo sur la théorie des cuillères, c'est sur la gestion de l'énergie, je vous conseille d'aller la regarder. Il y a Aspigirl, anciennement Aspigirl et Lily Spectrum, c'est toutes les petites BD que vous avez vues sur ces slides. Donc elle fait des trucs assez chouettes, et elle essaye de montrer les différentes expériences des personnes autistes à travers ces BD pour faire développer l'empathie et montrer comment ça fonctionne. Il y a la chaîne d'Anne-Charlotte, vous cherchez sur YouTube Anne-Charlotte autisme, et elle explique très très bien certains mécanismes aussi de l'autisme et de comment on fonctionne, etc. C'est une des personnes qui a revu mon talk. Un livre qui m'a beaucoup aidé, que je sais qui a beaucoup aidé d'autres personnes autistes, c'est Comprendre les règles tacites des relations sociales de Temple Grandin et de Sean Baron. C'est un livre qui est génial parce que il parle autant du point de vue de la personne autiste, de pourquoi il ne comprend pas les différentes interactions, que le point de vue d'une personne neurotypique, pourquoi on fait ces interactions, pourquoi c'est important, et du coup après trouver un juste milieu pour entre compenser et comprendre les relations et appliquer certaines choses, et expliciter son propre comportement pour bien communiquer avec les gens.
Et enfin, la Bible sur le sujet, bon, j'ai dit que Asperger, c'était plus dans le DSM, mais le syndrome Asperger de Tony Attwood, il y a énormément de choses dedans sur comment ça fonctionne une personne autiste et les différents symptômes, les différentes caractéristiques. C'est un must-to have. Merci. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vais retravailler ce talk, donc si vous me faites des retours, ça me permettra d'essayer de le faire mieux fonctionner avec les personnes. Et puis un feedback positif ou négatif. N'hésitez pas à me dire des trucs constructifs. Je prends tous les retours. Je pense qu'on a du temps pour les questions. Donc on a du temps pour des questions si vous voulez. Oui. Alors la question, c'est comment reformuler comme il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, comment on fait une personne autiste pour expliquer à l'embauche qu'elle est autiste sans passer par ces étapes de discrimination et potentiellement se faire harceler. Alors il n'y a pas de bonne réponse à ça. Pour moi, c'est important de dire que les difficultés qu'on a, de dire qu'on est autiste, de l'expliciter, parce que c'est important en fait pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir exprimer ses besoins et que ses besoins soient écoutés. Parce que si on ne dit pas d'où viennent certaines de nos particularités, on va avoir des problèmes à faire appliquer des besoins. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Donc, pour moi, il faut l'expliciter, mais il y a toujours le risque que la personne comprenne mal, que la personne n'écoute pas les besoins, que la personne nous tokenise. Je ne sais pas si vous avez la notion de token. Pour expliquer la notion de token, c'est que c'est trop cool d'avoir une personne autiste, et du coup on va pouvoir mettre dans la com qu'on a une personne autiste dans l'entreprise, mais à côté ne pas faire attention aux besoins de la personne. Et c'est vachement bien de faire de l'inclusion, mais c'est aussi super bien de faire en sorte que ce soit vraiment de l'inclusion, de vraiment appliquer des principes, d'écouter les besoins, d'être là pour la personne et de faire un vrai accompagnement. Et ça, c'est pas quelque chose qui existe partout. Donc, faut trouver les entreprises qui le font bien, trouver des entreprises qui ont des référents handicap. Et il n'y a pas de... comme toutes les discriminations, ça dépend des endroits, ça dépend des mentalités de la personne qu'on a en face, ça dépend de plein de choses. Je sais pas, est-ce que je réponds bien? Non. Il y avait une personne par là. Oui. Alors, comment gérer une personne autiste qui aurait beaucoup de colère, qui ferait des expressions de grosse frustration, de colère, et qui potentiellement est directe et pas forcément très... pas faire très attention aux sentiments des personnes qui sont en face. C'est une question compliquée, ça dépend de la personne et ça dépend de pourquoi elle exprime ses frustrations, cette colère. Et souvent, quand ça arrive, c'est qu'il y a des choses qui l'ont mis dans cet état-là. Il y a des choses qui peuvent être agressives pour elle. Après, il y a aussi des autistes qui sont cons. Je suis désolée, mais il y a des cons partout. mais souvent, il y a quand même quelque chose avant. Faut voir quelles sont les choses qui la mettent mal à l'aise, quelles sont les choses qui lui font se sentir agressée.
Et bah, là, ça passe forcément par la communication. Il faut qu'elle se sente aussi à l'aise pour en parler. Si elle est si elle a dit qu'elle était autiste, peut-être voir avec elle, sur ces sujets, est-ce qu'elle est, voir comment on peut l'accompagner. Il peut y avoir des entreprises qui permettent, des associations. Je pense au Lab Atypique, par exemple, qui accompagne des entreprises pour justement réussir à faire fonctionner la communication entre les personnes donc, autistes ou avec différentes atypies, avec l'entreprise, et faire de la sensibilisation auprès des collègues, mais aussi faire du coaching de la personne. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas, qui n'est pas autant touché par les différents événements, parce que c'est pas ce qu'on répare comme ça quand on est parti assez loin et qu'il y a beaucoup d'expressions de colère. Ça, c'est qu'on peut avoir des conflits qui se sont créés et qui se réparent pas comme ça. Il peut y avoir besoin de quelqu'un de neutre d'extérieur et qui sont formés sur ces sujets-là. Donc peut-être ça peut être une piste. Le lab atypique. Je sais, il y en a d'autres qui existent, mais voilà. Fini. Et si jamais vous avez d'autres questions, je reste dans le Touraine. Je serai là ce soir aussi au dîner des speakers et je serai là demain. S'il n'y a pas de souci pour que vous veniez me voir.